Bonjour à vous, merci d'accepter de vous prêter au jeu des questions-réponses. Première question, peut-être par rapport à votre association, tout d'abord. Quel lien avez-vous donc avec le Congo et plus particulièrement avec les minorités du Congo? Dès l'origine, l'association a eu pour objectif de proposer aux jeunes de découvrir leur pays à travers les livres de leurs propres écrivains. Donc nous avons créé dans les lycées des cercles de lecture, des clubs de lecture, à qui nous avons mis à distribution les livres d'Alama Bankou, d'Emmanuel Dongala, d'Abdourahmane Ouaberi, enfin beaucoup d'autres auteurs africains. Je ne vais pas les citer, j'en ai tellement à l'esprit que je n'en retrouve aucun, mais on a permis d'ouvrir une bibliothèque de 6000 livres dans une MJC qui a été ouverte là-bas par cet ancien président que j'ai cité tout de suite, ancien président du MIDAF. Et de fil en aiguille, on a créé des festivals, des rencontres du livre vivant. Et le dernier festival nous a donné l'occasion de rencontrer le professeur Ngoy Gala, qui est un éminent professeur de l'université Mariam Ngouabi, qui défend les pygmées et qui a notamment écrit un livre qui s'appelle Lettres d'un pygmée à un bantou. Et il a participé à notre rencontre et les jeunes ont été très étonnés de découvrir la réalité de la vie des pygmées. C'est pourquoi, dans le cadre du programme de l'ACASI, nous avons très précisément, pendant 3 ans, travaillé sur cette question. Je voudrais vous donner la parole, puisque vous représentez aussi la minorité pygmée, voilà, par rapport à ce qui vient d'être dit. Vous pouvez nous dire pourquoi vous êtes ici aujourd'hui en Bretagne et quel message vous portez? Mais j'y porte le cri, non pas seulement le cri, mais aussi les espoirs de ce peuple, de cette minorité ethnique qu'on appelle les pygmées, qui vivent dans la sous-région de l'Afrique centrale. Donc je parle de là du Congo-Brazzaville. Et j'ai avec moi les craintes de cette population qui généralement vivent dans les conditions les plus désastreuses à cause de la méconnaissance de l'autre. C'est-à-dire, nous les Bantous, le peuple vivant hors de la forêt, nous reconnaissons très peu ce que c'est les pygmées, si bien que nous les jugeons au gré de multiples d'ordres de clichés que nous avons reçus, que nous reconnaissons, et sans pourtant aller dans le fond du problème. Et ce qui est important pour moi, c'est aujourd'hui représenter M. Guy-Serge Goma, qui est le président de l'association congolaise de minorités ethniques, qu'on appelle ACMEA, et qui n'a pas pu venir faute de passeport. Donc voilà, donc je le représente, mais sinon c'est lui qui devait être là pour mieux représenter son peuple et puis les combats qu'il mène. Mais les combats sont les mêmes, c'est la reconnaissance de cette population au-delà du Congo et au Congo même, et c'est faire valoriser leur savoir-faire, leur aider à l'action, à l'éducation, à la culture. Moi, en tant qu'artiste photographe, j'ai pensé à faire de sorte que je puisse les apporter des appareils photo, leur apprendre ce que c'est la photographie. Si les pygmées peuvent eux-mêmes témoigner de ce qu'ils vivent, leurs conditions, notamment à la question de la déforestation forestière qui mine l'état de la sous-région de l'Afrique centrale, ça serait une très bonne chose. Parce qu'il ne faut pas que ça soit seulement vu du point de vue de l'Européen ou de l'Occident ou même du Bantou, donc de celui qui vit hors de la forêt. Donc mon combat c'est celui-là. Et là, quasi, je suis venu pour rencontrer aussi le peuple ceux qui représentent les peuples de la minorité ethnique de l'Amazonie, de l'Indonésie, ensemble créer tout un lien, que le peuple autochtone de l'Afrique centrale ne se sente pas tout seul par rapport à leur lutte, à leur combat, mais puisse savoir qu'il y a aussi des amis qui partagent les mêmes avis, les mêmes combats et qui ont certainement les mêmes perspectives. Voilà. Alors, comment accompagner ce combat, c'est le travail notamment de votre association qui est basée à Rennes. Et précisément, justement, vous parliez de soutien à la culture, d'accompagnement peut-être vers une écoute. Voilà, expliquez-nous un petit peu les modes d'action qui sont mis en place pour cela. Le principe même de notre action, nous, c'est la conscientisation. C'est faire venir à la conscience des jeunes là-bas la réalité de la vie dans le pays, y compris donc celle des pygmées. Et je vais préciser une chose, c'est que si les choses continuent ainsi, le peuple pygmée est en voie de disparition. Et actuellement, je vais dire aussi une chose énorme, on protège mieux les gorilles que les pygmées qui vivent dans la forêt.
Effectivement, c'est assez énorme. Et vous dites la même chose? Oui, je partage le même avis, puisque au niveau du MIDAF, nous essayons de travailler là-dessus pour faire de sorte qu'on puisse porter plus haut les valeurs du peuple pygmée, ce qu'ils connaissent, leur savoir-faire, c'est-à-dire les métiers artisanaux qu'ils maîtrisent assez bien, et puis faire de sorte que ce peuple soit aussi conscient des enjeux qui minent leur espace de vie, donc qui est la forêt, et faire de sorte que ces gens puissent avoir l'accès à la culture, qui est le premier problème de l'humanité, puisque je pense qu'il y a un problème de la méconnaissance de l'autre partout dans le monde. On ne se connaît pas, on vit au rythme des clichés, des acquis, des choses qu'on nous a dites, mais il faut aller bien au-delà, parce que le seul fait qu'on puisse côtoyer ce peuple, comprendre ce qu'ils sont, et puis comprendre leur lutte, je pense que c'est pour créer ce qu'on appelle la mondialisation de la culture, ou la culture de la mondialisation. C'est vraiment les luttes du MIDAF, et ce auquel nous nous acharnerons quand on va démarrer, et on s'engagera toujours. Dans un contexte très compliqué quand même au Congo, un contexte guerrier, ça ne doit pas faciliter le travail quand même. Ça vaut la peine de s'arrêter là-dessus. Alors au Congo-Brazzaville, il n'y a plus de guerre, c'est fini. Il y a eu une guerre civile 97-98, il y en avait déjà avant, qui ont permis au président actuel de reprendre le pouvoir alors qu'il n'avait pas été réélu. Mais bon, je ne vais pas revenir sur le passé, mais le passé, il est toujours... c'est l'actualité d'aujourd'hui, hein. Et on a toujours tendance, à partir de ces événements-là, à avoir une vision misérabiliste de l'Afrique. Et là, je veux dire tout de suite que ce n'est pas notre cas, ce n'est pas mon cas. Par exemple, je crois beaucoup à une Afrique, un avenir, un grand avenir de l'Afrique. Et là-dessus, je, par exemple, fais référence à Achille Bembe, le philosophe politologue camerounais qui enseigne en Afrique du Sud et qui enseigne aux États-Unis. Je fais référence à Alain Mabankou, l'écrivain quand même qu'on connaît bien en France, qui lui aussi croit que l'avenir, que l'Afrique a un bel avenir. Ceci étant, l'Afrique n'aura cet avenir que quand les grands problèmes seront réglés. Et le plus terrible au monde actuellement, c'est celui du Kivu en RDC, la grande république dite démocratique du Congo d'à côté. Dite démocratique, justement, je crois que vous vouliez dire un mot là-dessus parce que ce n'est peut-être pas vraiment le bon mot en ce moment, non? Mais je pense que le contexte actuel de ce Congo-Kinshasa l'exprime mieux que ce n'est pas un Congo démocratique. D'ailleurs, moi je le dis. Mais en tout état de cause, c'est qu'il faut reconnaître que ce pays est en proie des guerres civiles, où les multinationales sont au-dessus, où les pays dits développés sont bien largement au-dessus, et qu'ils profitent de l'ignorance de ces populations. Donc là, je parle du Rwanda et du Congo démocratique pour jouer le jeu. Mais ce qui est important, c'est que porter leur message plus haut, parce que c'est des femmes qui sont violées, c'est des gens qui sont mutilés, et c'est une guerre qui est en train de ternir l'image d'une Afrique qui est en pleine ébullition, qui veut bien sortir des ornières, des arcades du sous-développement. Cette Afrique qui ose chercher à aller plus loin que ce qui est dit, ce qui est véhiculé de cette partie du pays, du continent. Une Afrique très riche aussi, il y a beaucoup de minerais, beaucoup d'enjeux, hein. C'est ça des convoitises finalement. C'est précisément ce terme de la malédiction des ressources. Certainement que le Congo de RDC, que la région de Kivu est une des plus riches au monde. C'est une grande région agricole. C'était une grande région agricole parce qu'actuellement les terres sont totalement dévastées pour rechercher le coltan, le fameux coltan que nous avons dans nos téléphones portables, que les Africains eux-mêmes ont dans leurs téléphones portables. Ils ne peuvent pas faire autrement. C'est un des minerais qui vaut les plus chers au monde. Et actuellement, il y a eu un petit peu d'informations ces derniers jours sur l'invasion par le M23, une armée sans doute lancée par le Rwanda et l'Ouganda, qui viennent de prendre la capitale du Kivu, Goma, et dont on pense qu'ils vont peut-être descendre jusqu'à Kinshasa. Et derrière tout ça, il faut être clair, il y a les grands États, les grandes puissances, les États-Unis d'abord, la France, la Belgique, l'Angleterre, et leurs multinationales qui détruisent le pays. Cette guerre a 16 ans. 6 millions de morts actuellement. Des millions de gens déplacés au gré des combats qui vont de ci, de là. Des centaines de milliers de femmes violées. C'est ça la réalité. Et cette guerre, c'est une guerre ignorée. On parle quand même de la guerre, de ce qui arrive aux Palestiniens. On parle un peu de ce qui arrive aux Kurdes en Turquie. Mais du Congo, de la guerre du Kivu, c'est vraiment une guerre ignorée.
Peut-être un mot de complément, là, vous êtes quand même directement concerné. Mais je pense que c'est ça le nœud du problème en fait. Et il faut qu'il y ait la mutualisation des luttes de la population parce que je pense que les marginaux sont partout les mêmes. Que ce soit en France ou aux États-Unis, il y en a quand même une partie de la population qui est neutralisée de leur puissance, de leur force. Mais ce qui est important, que cette population, ces castes des gens, ne se limitent pas, mais doivent porter plus haut leurs cris, de faire de sorte que nous puissions anéantir cette force qui viennent pour miner sur le bien-être, le bien-vivre. Et c'est au-delà pour que nous puissions être dans un monde merveilleux où il y aura, qui ne sera pas dans l'empreinte de ces différentes guerres que nous sommes en train de connaître actuellement. Je dirais en cela aussi, le Kivu, c'est une très grande région, la République démocratique du Congo, et il faut que les gens nous aident aussi à porter ce message, puisque cette guerre, comme l'a dit Francis, elle est ignorée, non pas seulement en Afrique, mais elle est ignorée aussi en Europe, un peu partout. Mais que ce peuple puisse porter la lutte, et par là, je dirais, comme disait Thomas Sankara, que nous avons un ennemi commun. Celui qui opprime, celui qui ne veut pas que les gens puissent se développer, que ce soit en France comme en Afrique, nous avons un ennemi commun. Et il faut abattre cet ennemi. Et il donnait un nom à cet ennemi commun, le capitalisme. C'est pour ça qu'il a été assassiné. Merci beaucoup, je crois qu'on a bien expliqué, vous avez bien expliqué les choses. Merci.